Donc bonsoir à tous, bienvenue pour cette visite guidée du monde des matériaux. On va discuter ce soir du comportement mécanique des matériaux et une de leurs propriétés les plus secrètes, les plus intimes, leur comportement à rupture. Et donc l'objectif, c'est de le faire de façon ludique, en s'amusant, mais quand on parle de rupture, on parle aussi de catastrophe, et donc la rupture, ce n'est pas qu'un jeu. Donc chercher à comprendre quand, comment, pourquoi les matériaux se cassent, c'est avant tout pour éviter ce type de catastrophe. Et donc chercher à éviter la rupture des matériaux. Bon, il est vrai que parfois, on aimerait que les ingénieurs fassent un boulot un peu moins performant et que les matériaux se cassent un peu plus facilement, mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc on va, avant de jouer avec le kit que vous avez reçu, je voudrais vous rappeler, comme vous le savez, que la matière se décline sous 3 états. L'état gazeux, qui est omniprésent autour de nous. L'état liquide, qui est un des 2 états condensés de la matière, qui est caractérisé par le fait que la matière peut s'écouler. Et un 3e état, qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, car c'est le seul état qu'on peut casser, les solides. Alors on verra par la suite que des matériaux un peu taquins, pour taquiner les physiciens justement, viennent se placer à l'interface entre ces états et on aura l'occasion d'en discuter amplement. Alors commençons à découvrir de façon pas à pas le comportement des matériaux en considérant, en prenant le kit que vous avez ici. Donc si vous l'avez sous la main, ceux qui n'ont pas peuvent regarder jouer avec les voisins. Et il est constitué de 5 pièces. Donc on a, pour faire le listing, on a 2 gommes. Attention, une gomme étant taillée, l'autre ne l'est pas. Et on verra pourquoi cela est si important. On a une pâte à modeler et une craie. Ne confondez pas pour ceux pour qui la pâte à modeler est blanche, c'est bien de la pâte à modeler. Et une petite plaque de métal. Donc, avant de se déchaîner sur ces matériaux, on va d'abord les solliciter de façon modeste et on va chercher à les déformer. Puis, dans un deuxième temps, évidemment, on les cassera. De toute façon, on a prévu de plus ou moins tout casser ici. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer avec la gomme, non entaillée, et simplement de constater que lorsqu'on la sollicite, elle se déforme. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on arrête de la solliciter, elle retrouve sa forme initiale. C'est ce qu'on appelle un matériau élastique, avec une déformation réversible. On a aussi un autre matériau élastique qui est intéressant, la craie, sauf que là, on a beau essayer de la déformer, alors la déformer pas trop, mais comme sa rigidité intrinsèque est beaucoup plus forte, les déformations induites pour une même force sont beaucoup plus faibles, et on ne les voit pas à l'œil nu, mais celles-ci existent aussi. Alors passons à une autre classe de matériaux très intéressante, les matériaux qualifiés de ductiles. Vous avez une pâte à modeler, et une plaque de métal. La pâte à modeler, on va la déformer légèrement, parce que je vais en avoir besoin par la suite pour la casser. Et là, on voit que quand on relâche les sollicitations, la déformation est conservée. On parle de déformation irréversible plastique. Et alors, sur le métal, là encore, vous le savez bien, on peut le mettre en forme. Et si on s'amuse à le plier, il est très clair qu'il ne reprend pas sa forme initiale. Donc, on a 2 classes de matériaux, les fragiles et les ductiles, au niveau des déformations, et cela, ça va se répercuter sur leur comportement à rupture. Donc là, on arrive, venons-en au fait, cassons les matériaux. Ce que je vous propose, c'est d'abord de casser la gomme entaillée. Alors, pour ce qui est de la gomme entaillée, on a vraiment préparé un échantillon comme on le ferait en laboratoire. On a entaillé un matériau, et vous verrez pourquoi c'est si important d'entailler par la suite. Et puis, vous allez réaliser simplement un test de traction, comme on ferait en laboratoire, par flexion. Et vous allez faire propager une fissure. Ce qui est intéressant ici, c'est que la fissure en plus se propage très lentement, donc on a tout à fait le temps de la voir. Et ce qui est intéressant, une fois que la rupture a lieu, c'est que vous pouvez recoller les morceaux parfaitement. Donc ici, on a un matériau élastique, c'est-à-dire qu'une fois que la rupture a eu lieu, les sollicitations sont nulles, le matériau a repris sa forme de départ et il est parfaitement recollable. Les 2 morceaux s'emboîtent parfaitement. On peut le faire avec la craie, alors évidemment c'est moins impressionnant pour la craie puisque ça va beaucoup plus vite. Mais là encore, aucun problème, on peut recoller
les deux morceaux et presque ne plus discerner la présence de fissures. Alors si on fait ça avec la pâte à modeler, les choses vont être bien différentes. Allons-y, un test de rupture en traction pure pour de la pâte à modeler. Je tire sur la pâte à modeler et on va avoir ce qu'on appelle une instabilité de necking. On voit que ça se rétrécit, on a une rupture. Et on est bien incapable de recoller les morceaux. Alors, grosso modo, Mathéo vous montrera plus tard en zoomant qu'en fait, ces morceaux ne se recollent pas du tout. Enfin, c'est pas idéal. Et là, c'est le reflet que avant la rupture, on a des sollicitations qui sont irréversibles. Donc, on a des déformations qui, une fois que la sollicitation est nulle, ne reviennent pas à zéro. Et donc, on est bien incapable de recoller les morceaux. On a marqué à tout jamais la forme du matériau via des déformations irréversibles. Alors, ça c'était. Alors voilà, donc pour résumer, on a des matériaux qui sont élastiques, qui, après sollicitation, retrouvent leur forme initiale, des matériaux ductiles qui, eux, restent éternellement déformés, même à sollicitation nulle, et ça se reflète sur leur comportement à rupture. Les fragiles se reconnaissent facilement, les surfaces s'emboîtent, les matériaux ductiles, les surfaces ne s'emboîtent pas. Très bien. À ce point-là, on aurait envie de se poser la question sur quelle est la force maximale qu'on peut appliquer à ces matériaux. Et donc, pour réfléchir à ça, on va voir que cette question est mal posée. Quelle est la force maximale qu'on peut appliquer à un matériau? Et on va le comprendre tout de suite à partir de cette réflexion. Voilà, c'est une question qu'on pose à vous. Si on devait faire marcher sur un même sol, par exemple un parquet, un éléphant ou une dame munie de talons aiguilles, lesquels de deux, à votre avis, peut être plus dommageable pour abîmer le parquet? Voilà, bon. Lève la main qui pense que c'est l'éléphant. Ah, il y en a un quand même. Bon, lève la main qui pense que c'est la femme à talons aiguilles. Ah, on voit du vécu. Voilà, ceci dit, c'était interdit aussi de faire entrer les éléphants, probablement. Ceci dit, si on fait un rapide calcul, on voit que l'éléphant, malgré qu'il pèse 4 tonnes, une fois qu'on est divisé fois l'air de ses pattes, il applique une pression de 5 tonnes par mètre carré, qui est bien inférieure à la pression appliquée par les talons d'une femme de 50 kg, on va dire, sur des talons de 5 cm d'appui. Ça donne une pression 10 fois supérieure, de 50 tonnes par mètre carré. Et donc, on voit bien, on sait par l'expérience que c'est la femme qui va s'enfoncer, qui va casser le parquet, en tout cas. Et donc, on voit bien que ce qui comporte, c'est qu'on peut dire que ce n'est pas la force maximale, mais la pression ou contrainte maximale, c'est-à-dire une force par unité d'air. Et bon, ceci, on peut l'illustrer aussi avec une expérience très claire qu'on va faire ici. Donc, on va maintenant utiliser cette mousse de chocolat comme un sol idéal. Et on veut construire une maison sur cette mousse au chocolat. Donc on commence avec une maison, ce petit cube-là. Je la pose. Et très bien, ça tient. Et donc, si ça tient, très souvent, on a envie de construire une maison plus grande. Donc on va essayer de faire une maison qui soit 2 fois plus grande. Là, d'un côté, je peux poser donc 2 cubes à côté. La maison est 2 fois plus grande d'effet, mais quand on parle des physiques, 2 fois plus grand, ça veut dire 2 fois dans tous les sens. Okay? Donc en réalité, pour faire une maison 2 fois plus grande, il faut mettre 2 fois aussi dans ces sens-là. Et jusqu'à présent, tout tient parce qu'on a 4 fois le poids sur 4 fois la surface. Mais une fois qu'on passe à la 3e dimension, on a 8 fois le poids sur 4 fois la surface. Donc la pression est double qu'avant. Et même si on ne le voit pas bien, cette maison est en train de s'enfoncer progressivement. On le verra. Et donc, de fait, on comprend bien qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment la taille des maisons x2 parce que l'air augmente comme les carrés de la surface, alors que les volumes augmentent comme les cubes. Donc, en gros, la pression augmente. Et on repasse en illustration. C'est un concept qui était compris bien très tôt, au Moyen-Âge déjà,
en fait, il n'était pas compris très bien au Moyen-Âge, au moment où on essayait justement de faire des tours de plus en plus grands pour montrer l'importance de sa famille. Et bien, en essayant de faire des tours de plus en plus grands, on rencontra vite une limite qui est exactement ce qui est en train d'arriver à notre maison, qui s'enfonce sur les côtés, comme vous le voyez, du fait que le poids augmente plus que la surface d'appui. Et donc, le fait que la tenue du sol est due à une contrainte fait que la maison finira par s'enfoncer. Ça limite la dimension des objets qu'on peut faire en grandeur pour des problèmes d'enfoncement ou de rupture. Ça limite aussi la taille des montagnes sur Terre. On ne peut pas, d'effet, avoir des montagnes plus hautes que 8 km, ce qui est à peu près l'Everest, justement, parce qu'ils finiraient par s'enfoncer dans les manteaux terrestres et revenir à peu près toujours à cette hauteur. Donc, ceci limite aussi énormément la vie des êtres vivants, des animaux. Et on a des exemples illustres. On est habitué, depuis qu'on est petit, à imaginer que les fourmis sont très très fortes, parce que, de fait, elles peuvent transporter des cailloux qui font plusieurs fois leur poids. Et une fois qu'on a amené à bout notre réflexion, on voit qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans tout ça. La fourmi n'est pas très très forte, elle est juste petite. De fait, la fourmi, on peut dire qu'elle est 1000 fois plus petite que le cheval en taille, ça reste de 2 mètres à 2 millimètres probablement. Mais donc, son poids, il est 1000 fois 1000 fois 1000, donc 1 milliard de fois plus petit que celui du cheval. Et la taille de ses pattes, elle est uniquement 1000 fois 1000, donc 1 million de fois plus petite. Donc, la pression que son poids exerce sur ses jambes, elle est 1000 fois plus petite que celle du cheval. Donc, les matériaux dont elle est faite, elle supporte amplement son poids et même d'autres poids bien plus grands. Bon, d'un côté, vous me direz, la fourmi et le cheval, ce n'est pas forcément le même matériau. Bon, on va amener l'analogie un peu plus loin. Deux mammifères, donc entre chat et cheval, on a peut-être un facteur 10 d'échelle. Ceci dit, le concept est le même. Et de fait, vous savez très bien, peut-être vous avez même essayé, qu'un chat peut supporter une chute d'une hauteur beaucoup de fois son hauteur, alors qu'on aurait beaucoup de mal à imaginer la même chose pour un cheval qui tombe de 2 fois son hauteur. Et si on a un petit film qui illustre cela, si vous ne l'avez jamais fait, c'est un film ralenti. Ici, il y a un petit moment qui est ralenti parce que le chat est en train de voir défiler toute sa vie, à ce moment, typiquement. Et ceci dit, il y a happy ending, comme vous l'aurez essayé. Parce que, voilà, les chats ont fait cette étonnante capacité de se retourner et retomber toujours sur ses pattes. Ceci dit, même si le cheval était capable de faire ça, vous imaginez bien qu'il aurait du mal de tomber de 10 fois son hauteur, même s'il se retourne sur ses pattes. Bon, on n'a pas mis le film parce que ce n'est pas très drôle. Et voilà, donc en résumant, donc, on a vu que c'est la contrainte qui va régir les phénomènes de rupture et de plasticité, et qu'en augmentant la taille, on va du coup se trouver typiquement dans un régime où le poids d'un objet va devenir insupportable par rapport à la résistance des matériaux communs dont les choses sont faites. Excuse-moi Mathéo, mais j'ai un petit souci là. Si on pousse ton raisonnement jusqu'au bout, ça voudrait dire que les matériaux, la résistance des matériaux, pourrait être donnée essentiellement par la résistance d'une liaison atomique, voilà la structure atomique d'un matériau que j'ai pris, rapportée à la surface occupée par un atome, c'est-à-dire quelques nanonewtons divisés par quelques angstroms au carré. Ça nous donne tout calcul fait, ça nous donne plusieurs millions de tonnes par mètre carré. Et ça, jusqu'à preuve de contraire, les matériaux ne sont pas capables de le supporter. Alors peut-être certains matériaux très spéciaux, le diamant, les nanotubes de carbone, mais les matériaux les plus communs sont bien incapables de résister cette force. Alors on va essayer de résoudre ce paradoxe et de comprendre pourquoi les matériaux sont si fragiles à partir d'une série de petites expériences. Expériences de rupture, bien évidemment. Donc on va avoir besoin d'un participant, quelqu'un de plutôt assez fort. Peut-être que je peux solliciter au premier rang. En première ligne. Non, il faut vraiment quelqu'un de très fort. Je suis désolé d'insister. Mais c'est en première ligne, c'est parfait. C'est une petite expérience très simple. Il faut juste tirer dessus. Donc on va essayer de casser un matériau modèle, une plaque de polystyrène expansé.
Et je vais On va demander le prendre un peu de par les casser bords deux. comme ça. Et il ne faut ni fléchir, ni arracher les coins. On va essayer de tirer très droitement vers vous et vers moi. Donc le but, Essayez c'est de le casser. On tire, on augmente. On augmente. Il faut essayer de ne pas arracher les bouts. On va le casser au milieu. On va avoir beaucoup de mal. Bah, ils ne vont pas y arriver. Hein. Pourtant, vous forcez. Non, je pense que ça va. Sinon, on fait un peu plus fort. Mais normalement, on ne va pas y arriver. En réalité, sauf arracher un petit bout, c'est assez impossible. Donc, merci beaucoup. Vous voyez, c'était très bien. Je vais appeler quelqu'un peut-être d'un peu plus fort. Je vois peut-être une demoiselle, si je peux vous solliciter. Alors, même expérience, mais cette fois-ci, avec un tout petit défaut dans notre matériau. Donc, encore une fois, on essaie de tirer très horizontalement. Voilà, en essayant traction. Comme ça. Ça. Voilà. Ah, bravo. Donc, la force n'est pas tout. Merci beaucoup. La force n'est pas tout, vous l'aurez compris. Et ce qui est clé dans cette expérience, c'est la présence, évidemment, d'une femme de poigne, évidemment, mais aussi la présence des défauts. Et ça, les ingénieurs le savent très bien, justement pour vaincre cette package rage que je vous ai montré au début, pour ouvrir sans difficulté les emballages. Les ingénieurs mettent des petites entailles autour des emballages pour faciliter l'ouverture, donc mettre des défauts. Mais dans les matériaux réels, pas besoin de mettre des défauts artificiellement, ils sont présents. Ils sont présents partout. Et je vais vous expliquer pourquoi, finalement, ils gouvernent complètement le comportement des matériaux, leur résistance. Si vous avez un matériau parfait, à l'image de la première plaque de polystyrène, vous allez avoir une contrainte comme définie par Matteo, qui est appliquée à l'extérieur, qui est la même au cœur du matériau. Le matériau est soumis à un chargement homogène en tout point du matériau. Maintenant, si vous avez un défaut, c'est bien différent. En premier temps, on pourrait penser que la contrainte qui s'applique sur ce plan-là est plus élevée, car la longueur totale est plus faible. Mais cet effet-là, qui est de l'ordre de 1,5, est complètement négligeable. En fait, l'effet qui va jouer, c'est qu'on va avoir concentration des contraintes en pointe des défauts. Et ça, c'est un effet qu'on peut expliquer avec la théorie de l'élasticité. Et il se trouve que la contrainte réellement appliquée localement en pointe du défaut est beaucoup plus élevée que la contrainte extérieure. Il y a un facteur d'amplification qui est donné par cette formule-là, qui est donné par le rapport d'aspect du défaut. Si on prend notre plaque entaillée, on va avoir un rapport d'aspect 1 mm sur 10 cm, qui est un rapport d'aspect de 100. On a une amplification qui va être de facteur 10. C'est-à-dire que la force que va devoir, la contrainte que va devoir supporter le matériau est en fait 10 fois plus élevée que la contrainte appliquée par la demoiselle. Donc, on va avoir une rupture plus facile. Et en fait, dans les vrais matériaux, on a plutôt des défauts qui sont de quelques angstroms d'épaisseur, de taille atomique, et parfois quelques dizaines de microns. Donc, on va avoir une amplification d'un facteur 1000. C'est pour ça qu'un verre, bien que sa résistance intrinsèque soit extrêmement élevée, elle est divisée par un facteur 1000 à cause des défauts. Et donc, pour résumer, la résistance des matériaux fragiles est gouvernée par leurs points faibles, tels les talons d'Achille. Le défaut le plus sensible est celui qui va causer la perte du matériau. Et cet effet de pointe, c'est intéressant de voir qu'on le rencontre dans un autre domaine de la physique, puisqu'on a aussi en pointe d'un paratonnerre concentration du champ électrique lors de la décharge liée à un tonnerre. Et ça, cette concentration du champ électrique en pointe de cet objet élancé est liée à la structure, cette analogie avec la concentration des contraintes en pointe d'un défaut. Cette analogie est liée à la structure même des équations qui gouvernent l'électromagnétisme d'une part et l'élasticité d'autre part. Les équations sont similaires et on a cet effet de concentration de contraintes ou de champ électrique en pointe de la même manière. Alors on va regarder si notre matériau est un matériau fragile. Là en fait, si on arrive à s'ajuster avec Matteo, on va voir que en effet les deux surfaces
Il va falloir... Ah ouais, hop. On peut le faire très bien si on y arrive. Voilà, vont se recoller. On est bien affaire à un matériau fragile. Et là, j'ai une toute petite curiosité maintenant. On a bien dit tout ça, mais si je viens voir avec cette loupe et je me concentre sur les surfaces, bon, je vois déjà, vous voyez de très loin, ces surfaces, elles ne sont pas droites, mais elles sont assez chahutées. Mais si j'agrandis et j'agrandis, je trouve qu'elles sont de plus en plus chahutées. Et pourquoi ça, Laurent? Alors, en effet, Mathéo, donc... alors, j'ai réalisé pour m'amuser ce matin les mêmes expériences et j'ai pris des photos de ce qu'on appelle le profil de rupture. Donc là, sur une dizaine de centimètres. En effet, il est très chahuté. Ce qu'on peut faire, c'est zoomer en regardant comme Mathéo avec une loupe et s'apercevoir qu'à petite échelle, en effet, le profil de rupture est toujours rugueux. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que plus on zoome, plus finalement, on voit les mêmes choses, c'est-à-dire un profil de hauteur chahuté. On dit que le profil de hauteur a une géométrie fractale. Quelle que soit l'échelle à laquelle on le regarde, on voit sensiblement la même chose. En tout cas, ici, statistiquement, on voit des bosses et de la rugosité. Et ça, c'est très intéressant. Ça nous indique que le processus de rupture n'a pas d'échelle caractéristique. Ça, c'est lié à la structure même encore des équations de l'élasticité. En pointe de fissure, le problème d'élasticité n'a aucune taille caractéristique. Et donc, on va avoir des phénomènes de rupture qui peuvent avoir lieu à des échelles très différentes. Je pense à une faille géologique de plusieurs kilomètres ou une fissure dans un matériau à très petite échelle. Les deux phénomènes vont partager des points communs, un certain nombre de points communs. Et ça, c'est également très utile parce que ça va nous permettre en laboratoire d'étudier par exemple des tremblements de terre en reproduisant, en imitant les mécanismes qui pourraient se passer à grande échelle et conserver la physique. Alors pour vous convaincre qu'en effet il est très difficile de discerner, enfin que les fissures sont des objets fractales, on va jouer à un petit jeu et on va essayer de deviner quelle est la taille caractéristique des différentes fissures, des différents profils de rupture représentés ici. Je dirais simplement quelle est la fissure la plus grande représentée sur cette photo. Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, on peut faire un petit vote. On peut commencer par celle-ci. Qui c'est qui pense que c'est Qui vote pour celle-là? 1, 2, 3. Celle-ci? 2, Ok. 3. Celle-ci? Celle-ci? 2, 3. Bon, celle-ci, c'est petite échelle. Ouais. Celle-ci? 2. Et celle-ci? Ah, donc... Bon, c'est très partagé, comme vous pouvez bien voir. Très partagé. Maintenant, on va découvrir une partie de la photo qu'on avait cachée précédemment. Hop. Pour, en fait, s'apercevoir que la fissure la plus grande, c'est celle-ci. Il s'agit d'une faille à l'échelle de dizaines ou centaines de mètres qui a d'ailleurs coupé une route. Alors que, l'échelle, la fissure la plus petite, c'était celle-ci. À l'échelle de quelques dizaines de microns, une fissure qu'on peut observer dans un béton endommagé. Et puis ensuite, toutes les échelles intermédiaires. Donc cette invariance d'échelle, c'est une propriété remarquable des problèmes de fissuration, et ça les rend, comme je vous le disais, aisément étudiables à l'échelle du laboratoire, et ensuite les concepts développés en laboratoire peuvent être appliqués, même à une échelle géologique, pour chercher à comprendre comment ces failles se forment et évoluent dans le temps. Ok, donc on aurait compris que du coup, les défauts rendent les matériaux fragiles. C'est un petit défaut, donc à grande échelle comme à petite échelle, là on l'a vu à grande échelle, mais un petit défaut peut être à l'origine donc, du fait qu'en tirant sur une craie ou sur un verre, il explose pour des contraintes assez faibles. Ceci dit, ceci n'explique pas pourquoi d'autres matériaux comme le métal puissent se plier et se déformer considérablement sans casser au départ. On va voir que ça aussi, c'est une question de défaut. Et ces défauts, c'est des défauts différents, des défauts mobiles qui s'appellent les dislocations. Et pour ce faire, on va vous montrer une autre expérience. On ne peut pas vous montrer l'expérience à l'échelle atomique, c'est trop petite, mais on a conçu, grâce à l'aide des Orana, ici présentes, une expérience reproduisant le même phénomène à plus grande échelle. Voilà. On fait 7 empilements de bulles de savon qui flottent sur une surface d'eau
représente d'une façon analogue la même chose qu'on aurait pour un réseau cristallin d'atomes dans un métal. De fait, c'est un empilement assez régulier avec quelques défauts qui forment plusieurs domaines cristallins assez ordonnés. Et maintenant, on va voir ce qui se passe si on essaye de le déformer. Je vais le compacter un poil. Et maintenant, je vais faire glisser ces deux ressorts l'une par rapport à l'autre, donc j'applique un cisaillement, et dites-moi ce que vous voyez. Déjà, est-ce qu'il casse? Je vais aller un peu dans l'autre sens. Là on voit des choses. De fait, on voit des réarrangements qui se produisent, d'un point de vue, vous voyez des réarrangements, mais qui ne se produisent pas d'une façon collective, c'est des sortes de défauts qu'on voit migrer le long des lignes du cristal. Pour comprendre cela, on va faire un petit schéma qui représente ces mouvements. Donc voilà, on représente ici un cristal parfait, très très rare dans la réalité, vous avez vu que très souvent on a des défauts. Et on représente ici un défaut typique. Ici on a 3 rangées complètes d'atomes et une rangée incomplète qui laisse donc un défaut dans les cristals. Bon, maintenant, ce qui va se passer si on applique un cisaillement, c'est comme ça, c'est que ces défauts, il va se déplacer, mais en réalité, à chaque fois, il y a un défaut à un seul endroit, il y a un seul atome qui se réorganise, et on a l'impression de voir un défaut qui voyage. C'est ce qu'on appelle une dislocation. On peut le faire une fois, 2 fois, 3 fois, et d'effet, ce plan qu'il y a en bas a parcouru une distance, la forme de l'objet a changé, mais sa nature, son organisation cristalline reste la même, donc le matériau ne s'est pas endommagé, il a changé de forme d'une façon irréversible, ce qu'on appelle plastique. Et ça, c'est donc l'interprétation microscopique de ce qu'on voit. Ici, c'est l'exemple d'un test d'ingénierie sur des tubes en cuivre, ce que vous avez dans la maison, dans vos tuyauteries. On voit qu'on peut les tirer énormément avant qu'elles cassent, à cause du fait qu'il y a plein de dislocations qui bougent. Ceci dit, si on tire vraiment beaucoup, il y a un moment où la déformation va se localiser à un endroit qui va finir par casser. Et si, encore une fois, on prend la loupe et on va regarder, on va trouver des surfaces très chahutées localement. On voit à grande échelle un changement de forme qui reste permanent, mais même à petite échelle, il y a des changements de forme permanents qui font que les deux surfaces ne s'emboîtent plus, ce qu'on a vu avant. Si on veut arriver à l'extrême pour bien voir ça, on peut regarder les deux surfaces au microscope électronique. Ici, ces deux surfaces en opposition, on les ouvre, on peut voir les mêmes défauts, mais en réalité, ceux qui sont des reliefs sur une surface sont des reliefs aussi sur l'autre, donc les deux surfaces ne s'emboîtent pas comme avant. Okay? Et donc, on voit qu'il y a de la déformation irréversible à toutes les échelles, et donc ces matériaux ductiles ne se réemboîtent pas. Donc, en résumant, encore une fois, c'est les défauts qui permettent à ces matériaux de couler pour des contraintes relativement faibles par rapport à ce qu'on aurait pu prédire théoriquement, comme on a dit avant, qui permettent d'être tolérants des défauts, parce que ces matériaux ont des défauts aussi, et justement c'est ces défauts-là qui permettent de bouger, mais même si on avait des micro-fissures, les matériaux pourraient couler autour en réduisant les contraintes, et qui rendent donc ces matériaux métalliques bien plus résistants et tolérants des défauts que les matériaux fragiles. Donc on préférera de les utiliser pour des constructions par rapport que le plâtre. Très intéressant, mais je vais être encore un peu taquin, Mathéo. J'ai un matériau sous la main qui ne rentre ni dans une classe ni dans l'autre. Alors celui-là, peut-être que vous le connaissez, c'est le Siliputi. C'est un matériau qui a tout d'un matériau élastique. On peut le mettre en forme quasiment pour l'utiliser comme un marteau. Et pourtant, si on le sollicite lentement, il va s'écouler comme un liquide. Et je vais le déposer sur le coin. Vous allez le regarder du coin de l'œil et l'observer au cours de la suite de la présentation. Vous allez voir que si on le laisse, si on le pose au coin d'une table, eh ben, il va se comporter comme un liquide, vous allez voir. Tu l'as cassé aussi ? Apparemment, c'est cassé. Il peut se casser aussi, comme un matériau élastique.
fragile. Et Si on tire très vite. on peut essayer si on tire très vite. Alors ça ne marche pas à tous les coups. Voilà, on peut le casser comme un matériau fragile. Et en même temps, on voit qu'il commence à couler. On va voir qu'il peut couler si on le sollicite lentement. Donc, il s'agit d'un solide qui, un peu contrarié, quand on le sollicite lentement, se comporte comme un liquide dans le sens où il peut s'écouler. Alors ça, vous en connaissez certainement, des matériaux comme ça. Je vous laisse réfléchir. Dans la vie de tous les jours, on en a quelques-uns. Pour ceux qui... Voilà, le dentifrice. On a également on a également le chewing-gum. On a également tous les types de pâtes, que ce soit de la boue, du ciment. Et ces matériaux, donc, sont des solides, mais qui peuvent se comporter comme des liquides si on les sollicite lentement. Alors, on peut prendre le problème à l'envers et parler de ces matériaux, enfin d'autres matériaux, qui sont, eux, liquides, mais quand on les sollicite vite, se comportent comme des solides. Alors, normalement, un liquide standard, qu'on appelle un liquide newtonien, quelle que soit sa viscosité, c'est-à-dire qu'on peut considérer soit de l'huile ou soit beaucoup moins visqueux, soit de l'eau, en général ne se comporte jamais comme des solides, quelle que soit la vitesse de sollicitation. Mais on a une famille de liquides qu'on va appeler des fluides à seuil, dont le dentifrice fait partie, la mousse à raser, le gel pour les cheveux, qui eux vont se comporter à la fois comme des solides et des liquides selon la vitesse de sollicitation. Et finalement, la dénomination fluide à seuil ou solide à seuil ou fluide complexe est un peu artificielle. On peut voir d'un côté ou de l'autre ces matériaux comme des solides qui se comportent comme des fluides quand sollicités lentement ou des fluides qui se comportent comme des solides quand sollicités rapidement. Alors je voudrais vous donner une idée d'une interprétation microscopique. Pourquoi est-ce qu'ils se comportent ainsi? En fait, on peut, à petite échelle, voir ces matériaux comme un mélange composé de briques élémentaires qui sont représentées ici en vert, qui sont connectées entre elles, ces briques élémentaires à une échelle mésoscopique, par un réseau élastique, par un squelette élastique. Donc si on sollicite rapidement ce type de réseau, on a un comportement élastique standard. Le matériau est solidifié grâce à ces liens élastiques. Alors il se trouve que si on les sollicite lentement, ces liens élastiques peuvent se défaire et se refaire. Donc on va avoir une réorganisation du réseau si la sollicitation est suffisamment lente. Et on a le même effet, si vous voulez, dans les polymères, dont j'ai représenté ici une image un peu naïve, mais la brique élémentaire dans les polymères, c'est des fibres très allongées. Et si on les sollicite lentement, elles peuvent se démêler, se réorganiser et permettre au polymère de couler. Alors que si on sollicite rapidement un polymère, celui-ci va se comporter comme un solide élastique. Mais Laurent, alors, est-ce que tout ceci peut expliquer ces vidéos assez virales qu'on trouve sur le web avec des fous qui courent sur des piscines? Écoute, c'est bien possible. Regardons d'abord cette vidéo pour ceux qui ne la connaissent pas. Tout le monde a démarré avec moi. On chante. Encore. Si j'avais un marteau, je gagnerais le jour. Je gagnerais la nuit. J'y mettrais tout Ça a l'air mon très cœur. plaisant. Alors, on a fabriqué notre piscine en modèle réduit. Elle est ici. Alors, c'est très simple. Il faut utiliser de la maïzena et de l'eau. Et on va demander à quelqu'un de venir se baigner dans la petite piscine. Est-ce que... Pas directement, n'ayez pas peur. Les petites. Quelqu'un, je ne sais pas, messieurs, vous voulez venir? Alors, on peut réaliser une première expérience qui va consister à regarder. On explore le comportement solide tout d'abord. Par exemple. Alors, où on peut montrer. on peut montrer qu'on a Que c'est- affaire à un matériau relativement liquide. Attends, je la passe en vidéo. Alors, il y a un peu d'eau qui reste au-dessus. J'espère qu'on ne va pas trop s'éclabousser. Donc on a bien montré que ça coule. Alors, on peut même, si on le remue, ça ressemble à... Voilà. On a des oscillations comme à la surface d'un liquide. Et ce qu'on peut essayer, c'est de taper dessus. Alors attention, ne pas taper sur le verre.
mais soit avec un côté, soit avec l'autre. Ouais. Ouais, vite. Bon. Ah oui, Eh ben, tout d'un coup. Essayez même avec la pointe. c'est voilà, impossible. Décrivez votre sensation. Étonnant. Étonnant. Alors C'est vraiment très étonnant. c'est pas terminé forcément. Vous pouvez essayer avec maintenant un coup très lent. C'est-à-dire que vous allez poser essentiellement le. Non, même là, suffit de faire lentement et de ne pas appuyer. Lentement. Si on y va lentement, on s'enfonce comme dans un liquide. Même là. Si on le pose doucement, il rentre. Voilà, ça le tient même après. Donc c'est là aussi un comportement qui va être liquide quand on va solliciter lentement et donc solide quand on va le solliciter rapidement. Peut-être pas le laisser un peu. Alors on va peut-être pas le laisser. On peut aussi utiliser un couteau pour regarder ce comportement. Alors on peut traverser, je vais switcher. Sur la présentation, donc si on essaie de couper lentement la maïzena, on a un comportement d'un liquide, on ne voit pas grand-chose lorsqu'on essaie de couper un liquide. Par contre, si on va beaucoup plus vite, c'est comme si on venait couper un matériau solide. On voit des fissures transverses et avec le temps, évidemment, qui se referment, on recouvre un comportement. Alors d'où viennent ces propriétés un peu exceptionnelles? Alors ce n'est pas pour les mêmes raisons que pour les fluides à seuil. Là, on est face à un matériau granulaire, alors granulaire humide, une suspension granulaire. Et comme vous le savez peut-être, les matériaux granulaires sont ces matériaux un peu spéciaux qui peuvent parfois se comporter comme des solides, parfois comme des liquides. Alors si on sollicite rapidement cette suspension granulaire avec un impact de marteau, on va mettre en œuvre ce qu'on appelle ces chaînes de force, qui sont un réseau de forces qui sont des grains connectés entre eux et qui créent des arches, telles des arches de pont, qui rendent la suspension granulaire solide, élastique, rigide. Si maintenant on sollicite lentement cette suspension granulaire, on va avoir, comme dans un sablier, un écoulement qui va être en plus ici favorisé par l'eau qui va lubrifier les liens et les grains les uns par rapport aux autres, et on va avoir un écoulement comme dans un liquide. Donc, pour résumer, ces matériaux qui se glissent à l'interface entre les solides et les liquides, on en a une grande diversité. Voilà, il est encore en train de s'écouler au temps long. On en a une grande diversité, donc des mécanismes divers et variés qui dépendent de la matière considérée. Mais au final, on a quelque chose de commun qui est l'existence d'un réseau percollant, on dirait en physique, c'est un réseau qui va d'un bout à l'autre de la structure, qui va se mettre en œuvre et consolider la matière lorsqu'elle est sollicitée rapidement. Et on a la possibilité, quand on sollicite lentement, de déformer, de faire écouler ce réseau qui va se réorganiser et permettre un écoulement sous sollicitation lente. Alors, en principe, ce type de matériaux sont relativement rares. Comme je le disais, l'eau ne peut pas se comporter comme un solide. Malgré tout, si vous avez un expérimentateur exceptionnel, là, vous pouvez réussir à casser de l'eau. Vous pouvez même avoir une piscine en eau et marcher sur l'eau. Mais là encore, c'est plutôt l'exception qui confirme. Bon, Mathéo, je vous ai encore te titillé un petit peu. Je suis un peu chagriné, enfin surtout pour tes chers compatriotes italiens. Tu nous as dit qu'en Italie, vous ne saviez pas fabriquer des tours plus grandes que la tour de Pise. Mais nous, en France, on a construit des tours bien plus grandes. En effet, c'est quelque chose qu'on a bien compris après le Moyen-Âge. Et de fait, si on veut dépasser les barrières de la taille pour construire quelque chose de plus grand, il faut alléger son poids. Donc, il faut faire une structure qui soit très aérée, très vide.
Ceci dit, il faut être très fort et on a dû attendre le développement de l'ingénierie pour pouvoir agencer le peu de matière qui reste d'une façon à pouvoir avoir le même type de rigidité et le même type de capacité de supporter son poids, les vents et tout. Et de fait, donc, l'agencement de la matière est quelque chose de très important et qui a permis le développement de toutes les œuvres de l'ingénieur jusqu'à des ponts comme les ponts des Millau qu'on voit ici et qui sont capables de supporter des charges considérables sur des longueurs énormes. Et tout ceci est vraiment au cœur de tous les plus grandes œuvres de l'ingénierie. Et on fait, pour revenir à l'Italie, on n'a pas oublié tout ça. Et en Italie, il y a quelques années, on a justement développé un concours entre des universités pour voir combien, avec un nombre limité de spaghettis, qui sont des matériaux assez fragiles, des spaghettis crus, bien évidemment, qu'on aime beaucoup, et de voir, avec un nombre limité de spaghettis, quelle charge on pouvait supporter. Et je vous présente ici le gagnant. L'Université de Lecce a fait ça. Il a réussi, avec moins que 200 spaghettis, de faire un pont qui supporte 400 kg et qui a remporté donc la compétition. Donc on voit comment l'effet de la structure et de l'agencement des parties peut, même avec des matériaux fragiles, nous amener à des exploits considérables. Et bon, des faits... Oui. Dis-nous, Mathéo, est-ce que tu pourrais reproduire cette idée à petite échelle pour fabriquer des matériaux performants? Voilà, absolument. On fait quelque chose dont j'allais vous parler, parce qu'on peut refaire les mêmes choses à une bien plus petite échelle, donc ne pas travailler avec un matériau plein comme la gomme, mais prendre les mêmes matériaux. Ça, c'est de la mousse en gomme, c'est quelque chose sur lequel vous êtes assis, que vous avez chez vous, sur les sofas. Donc, c'est les mêmes matériaux, mais agencés à petite échelle, à l'échelle à peu près d'1 millimètre, dans des sortes de petits cubes comme ça. Donc, c'est des cellules de mousse qui, au moment où je les comprime, elles vont se plier, mais étant un matériau élastique, ils vont se plier sans se casser. Donc, de fait, ces matériaux-là, c'est un matériau qu'on peut déformer assez facilement et qui est très léger parce que c'est presque tout vide, okay, et qui, néanmoins, est extrêmement résistant. Je peux toujours inviter quelqu'un à essayer juste en tirant, de le déchirer, sachant que c'est un matériau élastique, donc a priori aussi fragile. Pas facile. Bon, ceci dit, même moi, j'y arrive pas. C'est des matériaux extrêmement résistants, de fait, grâce à cette séparation en petites structures qui leur permet de tolérer les défauts. Comment comprendre la tolérance aux défauts? Vous vous rappelez ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, que, de fait, dans un matériau, les contraintes sont un matériau fissuré par une entaille, les contraintes sont amplifiées en proportion du rapport d'aspect de l'entaille. Okay? Donc ici, je devrais avoir les mêmes effets d'amplification qu'avant. C'est juste, regardez bien ce qui se passe quand je tire dessus. Un matériau mou, comme celui-là, fait quand je tire dessus, il s'arrondit complètement. Okay? Donc si ça arrondit complètement, le rapport d'aspect diminue beaucoup et je n'ai plus de concentration de contraintes à la pointe parce qu'il n'y a plus de pointe, essentiellement. Donc des matériaux aussi mous qu'une mousse, qui est très molle parce qu'il y a très peu de matière élastique, donc elle est très molle, d'effet, sera très résistante du fait qu'elle se défend beaucoup autour des défauts et donc élimine leur naturel effet des concentrateurs des contraintes. Ceci dit, un matériau élastique comme celui-là, maintenant si je tire un peu plus, je ne veux pas l'abîmer, mais je veux le casser assez facilement. C'était pour vous illustrer le principe. Si je prends une fine couche comme ça, ce n'est pas un matériau super résistant, je vais arriver à le casser. Mais si on veut faire un matériau plus résistant, avec la même philosophie, on peut. Et c'est ce qui est fait dans les adhésifs structuraux. J'en ai ici un exemple. C'est des adhésifs qui sont conçus au-dessus. C'est une sorte de scotch de table, mais conçu en mousse. Donc, grâce à l'effet de la mousse, il est léger et il peut se déformer beaucoup, être tolérant aux défauts. Mais il a aussi un caractère dissipatif, donc quelque chose qui ressemble un peu à ces solides qui coulent un peu, qui lui donne beaucoup de résistance. Et en fait, ça, je vais aussi le faire à quelqu'un. Deuxième rangée, voilà. Essayez de l'ouvrir. Est-ce qu'il va y arriver? C'est un adhésif comme ça, on tire, on a un bon appui sur du métal. On doit juste le décoller. Dur, hein?
Bon, appuyez aussi fort que vous voulez, tirez. Pas facile, hein? Ben, en fait, on a décollé presque rien du tout. Je peux vous montrer la chose ici. En fait, c'est un adhésif qui est encore aussi intègre qu'au départ. Et si je tire, vous voyez, il y a des fibres qui s'étirent énormément, mais qui ne lâchent pas. Encore une fois, cette grande déformabilité permet d'éviter les concentrations de contraintes. Et en plus, les matériaux étant un peu plus style chewing-gum, il permet aussi de dissiper l'énergie que je mets dedans, amortir. Et de fait, on obtient des matériaux extrêmement résistants. Et de fait, ceci, c'est des produits développés dans les années 80 et qui ont vraiment changé la façon de concevoir l'habitat et beaucoup d'autres produits parce qu'ils ont permis de substituer en beaucoup d'endroits des rivets, des vis et des parties avec des adhésifs sur des parties structurales. Ceci dit, aux années 80, les gens n'y croyaient pas beaucoup. Donc malgré ces produits existaient, c'était assez difficile de convaincre le public de les utiliser. Et ça, c'est comment un des gros industriels du temps a essayé de convaincre les gens qu'on pouvait le faire. C'est sympa d'un point de vue historique, si j'arrive à le démarrer. We have a little test rig here that we prepared earlier. It's Voilà. made up of a sheet of C'est en anglais de ces deux cadres collés avec une couche de cet adhésif exact que j'ai entre mes mains. Donc deux cadres l'un sur l'autre. Donc ça pourrait être une fenêtre, par exemple. Elle va essayer d'abord de montrer du faisceau simple. Vous ne savez pas comment dire que ça tient beaucoup. Donc ils ont essayé comme ça. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous allez rencontrer John l'ours. Ça, c'est du vrai, c'est de la vraie publicité. Et ça a eu un impact. Ça a eu un vrai impact à changer le fait qu'aujourd'hui, tous ces objets tiennent ensemble les parties des voitures, les logos de voitures sont assez difficiles à décoller, si vous n'avez jamais essayé. C'est du scotch, comme ça. Donc voilà, avec la structure d'un matériau, on peut obtenir des matériaux intéressants. Alors tout ça, c'est les années 80. Aujourd'hui, nos champions, les champions des matériaux, vont encore plus loin en utilisant cette idée. On les appelle les métamatériaux. Eux aussi, ils sont architecturés de façon intelligente et à souhait pour obtenir des propriétés et un ensemble de propriétés qu'on pensait jusqu'ici incompatibles. La première qui est intéressante quand on parle de résistance, c'est résistance et légèreté. Et ça a été, c'est un peu des exploits, des records du monde. Ça a été rendu possible avec ce type d'architecture où on a un treillis composé de barres fait d'un matériau métallique extrêmement résistant. Et on a une résistance qui est énorme, qui est très proche des matériaux bulk, complets, avec une très grande légèreté, comme c'est illustré ici. Alors je vous ai amené quelques exemples de ces champions du monde des matériaux. Je vais switcher. En particulier, une des propriétés que les matériaux standards ont généralement et qu'on voudrait essayer de ne pas avoir, c'est cette propriété-là, qui est quand on tire sur un matériau dans une direction, il se contracte dans une autre direction. On appelle ça l'effet... Oh là, le but n'était pas de le casser, c'est fragile. Donc ce qu'on appelle l'effet Poisson. On appelle ça coefficient de Poisson positif, c'est-à-dire par étirement dans un sens, on a contraction dans l'autre sens. Et donc il est possible, en architecturant les matériaux, pas aléatoirement, mais en y réfléchissant auparavant, d'avoir des effets. Je vais faire la mise à point. Donc on va avoir des matériaux qui, l'ombre pose un peu problème, mais des matériaux qui, lorsqu'on les étire, vont s'étirer dans l'autre direction. Et alors, on peut avoir l'effet inverse aussi lorsqu'on va contracter. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà, lorsqu'on va contracter ce type de matériau, au lieu, là encore, normalement, quand on contracte un matériau dans une direction, il doit s'étendre dans l'autre direction. Et ceux-là, à l'opposé, lorsqu'on les contracte, on va voir qu'ils vont se refermer. Et, en fait, essentiellement, avoir une forme
constant. Je vais essayer avec celui-ci qui est un peu plus mou. Et quand on le compresse dans une direction, il va soit se contracter dans l'autre, soit garder essentiellement une épaisseur constante. Alors à quoi ça sert ? Ces matériaux ont une propriété intéressante. C'est que tout d'abord, ils ont une physique, une mécanique qui va être très différente des matériaux standards. Quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un matériau standard, c'est enrouler une plaque autour d'un ballon de football. La raison, vous la connaissez, c'est le même problème que lorsque vous essayez de représenter le monde sur, non pas une map monde, mais sur un plan. Vous êtes obligé de déformer les distances proches des pôles. Et là, c'est ce qu'on voit pour la feuille de papier. On est obligé de la plier. Alors, ce qui est très intéressant sur ce matériau, sur ces matériaux-là qu'on appelle les matériaux oxétiques, c'est qu'on va pouvoir conformer, là j'en ai une surface relativement modeste, mais on va pouvoir conformer ces matériaux sur des surfaces complexes, en particulier sur des sphères. Alors ça, les ingénieurs l'ont bien compris, et ils ont commencé à les utiliser pour différents types d'applications, puisqu'on a des matériaux qui vont être faciles à mettre en œuvre dans des formes complexes. On a commencé à les utiliser dans l'ingénierie de la chaussure en particulier, pour des chaussures high-tech, pour avoir une mise en forme autour du pied parfaite, pour épouser les formes du pied. On va aussi avoir des propriétés de déformation qui vont être remarquables. Ces matériaux vont se déformer facilement, épouser les formes du pied au cours de la course. Alors on a aussi, plus récemment, vu le développement de matériaux qu'on appelle des matériaux machines. Ceux-là, on peut les programmer pour se déformer exactement comme on le souhaite. Alors je vais rejouer le film, mais celui-là, dont un exemplaire est ici, sous une compression relativement simple, homogène, on a la déformation hétérogène sur une de ces surfaces, et on a l'apparition d'un motif qu'on ne pouvait pas deviner auparavant. Et la forme prise par le matériau peut être programmée auparavant. Ici, on a un matériau qui est composé de briques élémentaires qui sont agencées d'une certaine façon, et lorsque l'on déforme une des briques, elle enclenche un mécanisme que de fil en aiguille entraîne un mouvement collectif de toutes ces briques élémentaires qui, in fine, vont produire une forme particulière et remarquable. Alors ça, c'est d'une certaine façon proche des concepts d'origami. On va aussi pouvoir déployer des structures à partir d'une forme très compacte. On va pouvoir ainsi l'utiliser dans l'aérospatial pour déployer des panneaux solaires dans l'espace. Et donc, on a de plus en plus une frontière entre les matériaux et les structures qui peuvent avoir des fonctionnalités très complexes, voire des machines, une frontière qui disparaît peu à peu. Et les matériaux sont de plus en plus intelligents. Bon, dis donc, Laurent, et si on les cassait, ça aurait des propriétés d'un fer, je suppose? Alors ça, c'est l'état actuel de la recherche. On ne sait pas trop comment ces matériaux se cassent. C'est vraiment la limite de la connaissance. Ils ont certainement des propriétés de rupture assez incroyables, mais c'est vraiment le niveau de connaissance actuel. Et on étudie actuellement comment ce type de matériaux se casse. Et peut-être que de ces recherches sortiront des matériaux presque incassables. Ok, bah alors j'expliquerai, je parlerai d'autre chose à côté, un domaine qu'on a un peu mieux compris, c'est-à-dire les domaines des matériaux composites, c'est-à-dire comment maintenant, on a vu comment on agençait la matière d'un seul matériau en créant une structure. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire en combinant deux matériaux bien agencés. Et pour ce faire, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez probablement, mais qui est un peu modifiée. Et on passe... Voilà. Ceci dit, vous la voyez du vrai. C'est l'histoire des trois petits cochons, mais des trois petits cochons qui ont fait des études. Voilà, ils ont fait la fac d'ingénierie et les jours où ils ont dû prendre leur indépendance et construire les maisons, ils ont eu bien sûr des idées assez différentes. Du coup, chacun a voulu construire sa maison et ils ont choisi des matériaux fragiles, les spaghettis qu'on a bien vu tout à l'heure. Le deuxième a choisi des matériaux ductiles, donc de la pâte à modeler.
Mais le troisième, il s'est dit que pour quelques raisons qu'il n'arrivait pas à bien expliquer, en assemblant les deux, il aurait pu obtenir quelque chose de meilleur. Voilà. Bon, pour la suite de l'histoire, il y a les loups qui arrivent, hein, et les loups, c'est moi, et qui voilà, débarquent chez les premiers et montent sur le toit pour essayer de détruire la maison du premier. Ça, c'est un caillou, je peux vous dire, c'est plus qu'1 kilo, sur 9 spaghettis. Donc, est-ce qu'il va se sauver? Bon, il a fait des études, hein. Donc, on va voir. Incroyable. Il est sauvé. Sa maison tient sur 9 spaghettis, parce que les spaghettis sont bien fragiles, mais ils ont quand même une certaine résistance. Le problème, c'est que les loups aussi a fait des études. Et du coup, il sait que les spaghettis, ils tiennent bien la résistance, mais ils ne sont pas très bons à l'impact. Et donc, il tape son pied et la maison explose. Mais les petits cochons ont eu le temps de s'échapper. J'espère que je ne vous ai pas trop surpris. Voilà, les maisons s'est échappée chez le deuxième, qui a choisi des matériaux ductiles, bien plus tolérants aux défauts. Et bien le loup arrive, et il essaye donc son arme secrète, et il donne les coups. Et, surprenant, le matériau est très résistant. Et ceci dit, il pose son poids, et normalement la maison s'effondre, on va lui donner un petit coup de main, entre-temps les petits s'effacent, parce qu'en réalité, les maisons en pâte à modeler ont une résistance inférieure, carrément inférieure à des matériaux aussi rigides que les spaghettis. Donc ça va commencer, si j'accélère l'expérience que je n'ai pas le temps de faire, ça va commencer par s'éplier, comme on a vu s'effondrer ce matériau plastique ici, et ça va finir par tomber. Donc maintenant, les trois se réfugient chez le grand frère en espérant qu'il ait fait quelque chose de plus résistant. Et des faits, voilà, les loups, ils montent, donc il essaye de son poids. Bon, ça tient, tant mieux. Et il essaye de taper son pied, et j'espère que ça va marcher, parce que c'est une histoire, on ne sait jamais comment ça finit. Oui, ça a marché. Les spaghettis sont explosés, mais la pâte à modeler a tenu l'impact. Donc ça marche une seule fois, dans ces cas-là. Mais pour cette fois, le loup est découragé et il s'en va. Voilà. Donc, de fait, ce n'est pas qu'une histoire. En fait, c'est comme ça qu'on construit les matériaux composites avec en alliant des matériaux qui sont très rigides et fragiles avec des matériaux ductiles. D'un côté, les maisons en béton armé, c'est un exemple où on met les bétons matrices comme un matériau rigide mais fragile et les tiges en métal comme matériau ductile qui tient en cas de tremblement de terre. Et ceci dit, après les tremblements de terre, on est sauvé si tout se passe bien, mais on doit changer la maison. Et dans les avions, on fait le contraire. On met des fibres de verre ou de carbone extrêmement rigides à l'intérieur d'une matrice de plastique, essentiellement, qui est très légère. Et ici, c'est une machine c'est un échantillon qu'on a torturé dans une machine en appliquant plusieurs tonnes. Il finit par casser, mais il n'est pas encore vraiment cassé. Parce que, de fait, même au moment où on a réussi à l'endommager, plein de fibres sont encore porteuses. Vous avez vu comme ici, l'idée, ce n'est pas de ne pas s'endommager du tout, ça, ce n'est pas possible, mais d'être tolérant de l'endommagement et que la structure puisse rester intègre. Un avion qui aurait subi un coup pourrait encore atterrir, de fait, et c'est ça l'objectif. Après, il faut changer l'avion. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est que donc, c'est uniquement des fois en mélangeant des matériaux aux propriétés fragiles et ductiles qu'on arrive à créer des matériaux aux propriétés inédites qui soient à la fois résistants au choc et à des fortes contraintes, très rigides et aussi légers. Parce qu'ici, des fibres, il y en a très peu et des polymères, il y en a beaucoup. C'est juste que c'est un matériau bien plus léger que son candidat de substitution qui est le métal, qui est très très lourd en densité. Et voilà, mais des faits, on conclut en montrant que ça aussi, tous ces matériaux sont vraiment les matériaux autour de nous qui ont permis dans les dernières décennies de faire des exploits incroyables, des objets dans l'aéronautique et dans l'aérospatiale assez avancés. Ils sont même très présents dans nos voitures, dans les équipements sportifs pour les rendre de plus en plus légers et performants. Et des faits,
Ben voilà. On espère qu'après cette conférence, vous regarderez les matériaux qui sont autour de vous avec un regard différent et que vous pourrez aussi vous amuser, comme nous, à les casser, à jouer avec. Voilà, et on vous remercie.